TV. On change de sujet au bout de nombreuses heures douloureuses, comme souvent, de discussions. Les 27 pays de l'Union européenne se sont mis d'accord pour adopter un nouveau programme de lutte contre le réchauffement climatique avec cet objectif ambitieux, réduire de 55% d'ici 2030 l'émission des gaz à effet de serre. 55%, alors que jusqu'à présent, on en était à 40%. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'on en fait trop? Est-ce que c'est trop tard? On va se poser la question. Je vous propose de commencer par écouter Laurence Toubiana. Laurence Toubiana, c'est une haute fonctionnaire française qui est la spécialiste de ce sujet, puisque c'est elle qui a œuvré à la COP21, vous savez, les fameux accords de Paris, dont nous célébrons le 5e anniversaire. Et pour elle, rien n'est perdu. Je suis ni pessimiste ni optimiste, je suis activiste. Donc la question n'est pas d'être pessimiste, la question c'est d'accélérer la bataille et de convaincre les gouvernements qui pensent encore, et ça me paraît incroyablement rétrograde, que la politique environnementale c'est contre la croissance économique. Alors, on peut y arriver, nous dit Laurence Toubiana. Ça remontera peut-être le moral à Nicolas Hulot, parce que l'ancien ministre de la Transition écologique, alors lui, il est carrément déprimé. Ce matin, dans Le Parisien, il nous explique que le combat climatique est perdu, que nous allons avoir une multiplication des épidémies, des difficultés à produire des ressources alimentaires, et que nous en mesurons déjà les conséquences avec des centaines de milliers de personnes qui quittent chaque année leur terre à cause des phénomènes météorologiques. Guillaume Bernard, quand vous avez appris ce nouvel engagement des Européens, est-ce que vous vous êtes réjoui pour la planète et pour nos enfants? Mais vous pensez bien qu'évidemment, je n'espérais que ça. Je trouve ça pathétique. Je trouve ça pathétique parce que on s'intéresse dans le fond à tout sauf à l'homme. Alors, je ne suis pas anthropocentriste, hein. Je ne défends pas une vision du monde où l'homme pourrait tout faire et où tout serait à la mesure de l'homme. Le problème, c'est qu'on est en train petit à petit de nous emmener vers une conception du monde où, dans le fond, l'homme serait un parasite pour la Terre. Oui, mais il n'y a pas d'homme sans planète, il a besoin de la Terre. Mais je ne vous dis pas le contraire, je vous dis simplement que s'ils veulent vraiment démontrer le fait qu'ils veulent limiter des productions qui seraient inutiles, limiter le gaspillage, par exemple, pourrait-il mettre en œuvre des normes qui empêcheraient des producteurs de prévoir une obsolescence programmée pour un certain nombre de produits, c'est-à-dire éviter l'escroquerie des consommateurs. Ça me paraîtrait une mesure effectivement intéressante et importante. Plutôt que de mettre en œuvre ce qui, à mon sens, est une escroquerie intellectuelle, le principe de précaution. Si vous me donnez 1 minute pour l'expliquer, je vais le faire. Le principe de précaution, c'est ce qui consiste à dire que parce qu'il y aurait un risque, il faudrait donc s'abstenir. C'est-à-dire que c'est l'inverse même d'abord de la vertu de prudence, qui est justement d'affronter le risque et de faire un choix en raison même du risque. Et puis, c'est surtout conduire à interdire, museler. C'est exactement le même mécanisme intellectuel que celui que nous avons dans le cadre du traitement actuel du Covid. C'est-à-dire que parce qu'il y a un risque, on va s'abstenir, interdire, prohiber. Et ça me paraît absolument contre-productif et même incohérent. Fergan, venez au secours de la planète et des mesures prises ce matin, si vous le souhaitez, évidemment. Je serai un peu moins sévère que Guillaume Bernard, c'est-à-dire que moi je reste anthropocentré, c'est-à-dire que je pense en effet que l'homme est la mesure de toute chose. Maintenant, effectivement, d'un point de vue même anthropocentré humaniste, nous avons intérêt à nous soucier de ce changement climatique anthropique parce qu'il fait peser sur l'humanité, à moyen et long terme, un risque non négligeable sur le plan sécuritaire, économique, social, environnemental, etc. Maintenant qu'on a dit ça, encore faut-il se mettre d'accord sur les moyens pour affronter ce risque. Et c'est là où aujourd'hui le débat a lieu, puisque vous avez grosso modo 2 écoles qui s'affrontent. Vous avez une école décroissante, une école qui, se méfie du progrès technique, qui pense que le Prométhée déchaîné serait la cause de tous les maux du monde moderne. Et puis vous avez une vision, on va dire, plus technophile, plus moderne, qui parie encore sur ce Prométhée, qui parie sur l'ingéniosité humaine pour résoudre les problèmes environnementaux de demain. Et ce clivage, il explique par exemple les controverses que nous avons sur le nucléaire. N'importe quel environnementaliste sincère sait qu'aujourd'hui,
que le nucléaire est l'énergie la plus crédible pour faire face aux enjeux de demain. C'est la seule source d'énergie à la fois pilotable, décarbonée et qui peut être généralisable indépendamment de la topographie, ce que l'hydraulique par exemple n'est pas. Sauf que vous voyez bien que les écologistes, donc les mêmes qui se parent de l'urgence environnementale, sont aussi les opposants les plus durs à l'atome. C'est parce qu'ils pensent aux déchets. Non, ils se disent on ne saura pas quoi en faire, on en prend pour 10 000 ans. Moi, je ne crois pas. Je pense qu'il y a une forme d'insincérité de la part du camp écologiste. Je pense que ces gens-là s'intéressent moins au climat qu'à la revanche contre la civilisation industrielle et capitaliste qu'ils exècrent, qu'ils détestent. Quand vous prenez des auteurs comme André Gorz, le père qui est l'un des pères spirituels de la décroissance en France, il vous dit texto qu'il redoute même l'hypothèse que le capitalisme s'accommode des contraintes environnementales. Il l'écrit et il avertit ses partisans que le danger, c'est que la civilisation industrielle, finalement, finisse par surmonter les obstacles environnementaux. Donc ce sont des gens qui sont davantage préoccupés par le fait de démanteler la civilisation industrielle parce qu'ils fantasment sur une vision rousseauiste de la société, avec cette nostalgie des sociétés pré-industrielles, pré-modernes, comme si l'homme pré-moderne entretenait une relation beaucoup plus paisible avec la nature, que l'homme moderne. Ce récit ne correspond à rien sur le plan historique et géographique. Il faut rappeler qu'on mourait beaucoup plus de la pollution de l'air au Moyen-Âge et sous l'Antiquité qu'au XXIe siècle, à un moment où se chauffer avec du bois, avec toutes les matières toxiques que cela suppose. Il faut encore aujourd'hui rappeler qu'on meurt beaucoup plus de la pollution de l'air et de l'eau en Afrique subsaharienne qu'en Europe occidentale. Tout ça pour dire que la clé réside davantage dans le développement technologique plus que dans la nostalgie pré-industrielle. Et vous, Guillaume Bernard, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous ne seriez pas un peu décroissant sur les bords? Alors, non. Non, ah, vous avez hésité quand même, je dois reconnaître. Non, la réponse est non, parce que derrière cette idée qui peut être sympathique à première vue, il y a en fait une idéologie, et en particulier Rousseau, j'y reviendrai un instant si vous le voulez. Et néo-malthusienne. Ouais. Voilà, exactement. Exactement. Et donc par conséquent, la réponse est non. Mais ça ne veut pour autant pas dire que je ne suis pas évidemment sensible à la question de la défense, de l'environnement, des paysages, d'un aménagement du territoire qui soit respectueux des traditions, aussi bien humaines que culturelles, que je défends naturellement plutôt l'agriculture biologique que l'agriculture extensive, le local plutôt que le global, etc. Mais le problème, c'est que derrière toutes ces idées qui ont l'air, qui sont sympathiques, il y a effectivement une structuration idéologique qui est, à mon sens, en grande partie rousseauiste, et qui consiste à dire que si nous vivons dans une société inégalitaire, c'est parce qu'en fait, l'homme a introduit le progrès, l'homme a introduit la civilisation. Ce qui est visé par toutes ces idéologies, c'est la civilisation. Alors, là où je diverge avec Fergan, c'est que je ne suis pas sûr qu'il vise uniquement la civilisation capitaliste et industrielle. Je crains qu'il ne vise aussi tout simplement les traditions historiques des peuples, du mien et des autres aussi, et qu'en fait ce qu'ils exècrent, c'est justement la sociabilité naturelle, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des corps sociaux avec des traditions, avec des coutumes, avec des identités, et ils rêvent dans le fond d'un monde uniformisé, aseptisé, dans lequel il y aurait des gens entièrement déracinés et interchangeables. Et ça, évidemment, je n'en veux pas. Ils exècrent l'inégalité, ils exècrent le fait que les peuples ont pu développer des talents différents. Et donc, forcément, évidemment, pour certains, un talent dans le domaine de la technique et de l'industrie, et pour d'autres, à d'autres époques, dans d'autres domaines. Ça, c'est évidemment ce qui me révulse, et donc ce qui fait que je ne peux pas adhérer de manière globale, même si ponctuellement, sur tel ou tel point, je peux y adhérer. Et puis, il y a un deuxième élément que Fergan a évoqué, et alors là, je ne croyais pas le retrouver sur ce point, ils sont néo-malthusiens. C'est-à-dire qu'évidemment, ils s'imaginent que pour que les parts du gâteau soient plus grandes, il faut diminuer le nombre de parts. Eh bien, moi, je crois que l'homme a un génie qui lui permet, tout en ayant... le gâteau. D'augmenter la taille du gâteau. Exactement. Et j'ajouterais, c'est mon côté catho, que plus il y aura d'hommes, plus il y aura d'âmes à sauver, plus il y aura d'âmes qui pourront connaître la vision béatifique et la fruition avec Dieu, ça, je m'en réjouis. Donc, je suis absolument sur les mêmes positions qu'à Michel Debré, par exemple, pour le développement de la démographie
globale, mais en particulier évidemment de la démographie française. Merci de nous avoir emmenés sur ces sommets. Il y a quelques questions d'internautes qui sont liées au thème que nous sommes en train de traiter. Rissercar38 sur le Figaro.fr qui nous dit « Les autres grands pays doivent prendre leur part ». Ça, c'était un sujet intéressant, Fergan, parce que est-ce que nous, les Européens, nous devons montrer l'exemple, même si concrètement, on n'est pas les premiers responsables de la pollution, c'est plutôt les grands pays comme la Chine, l'Inde, les États-Unis, ou est-ce qu'on doit dire bah non, on en fait assez comme ça et tant pis pour l'exemplarité? Ce qui est vrai, c'est qu'il y a un danger, c'est que ces enjeux écologiques soient traités avec un prisme uniquement franco-centré ou eurocentré. Or, c'est un enjeu universel et ça, c'est aussi occulté dans les discours écologiques dominants. Il faut aujourd'hui rappeler que la France pèse moins d'1% des émissions à l'échelle globale, ce qui n'est pas une excuse pour rien faire, mais ce qui signifie qu'il y a aussi d'autres leviers à actionner pour progresser dans le sens d'une plus grande sécurité environnementale. Il y a à la périphérie de la civilisation occidentale des centaines de millions de gens qui aspirent à sortir de la misère et qui veulent, à raison, s'inspirer de notre mode de vie. Je crois qu'on a aussi là une possibilité, non pas de se sacrifier pour ces gens-là, mais de tisser des coopérations mutuellement bénéfiques, de vendre la technologie nucléaire. La France a un savoir-faire historique dans le domaine de la technologie nucléaire. Pourquoi ne pas en profiter pour constituer une filière nucléaire globale, conquérante, exportatrice, capable. Elle a un peu de mal en ce moment, hein, avec la dernière génération. Il y a aussi, en effet, une perte de compétences et, il faut le dire, un sabotage culturel et idéologique, puisque la filière nucléaire française, encore une fois, n'a cessé d'être dénigrée par les écologistes, ceux-là même qui se parlent de l'urgence environnementale. Or, puisque demain l'atome est destiné à s'ériger en pièce maîtresse de la civilisation industrielle, eh bien ça implique que les Français qui ont un savoir-faire historique ont aussi, je crois, une responsabilité morale, c'est de vendre cette technologie, de pouvoir constituer une filière capable de toquer à la porte des Indiens, des Africains et de tous les peuples désireux de se délivrer simultanément des énergies fossiles et de la pauvreté. C'est tout à fait possible, encore faut-il que ce soit moralement accepté par les écologistes, et c'est là où effectivement on a un obstacle culturel avec leur néo-malthusianisme, leur rousseauisme, leur haine de la modernité et leur haine aussi du bien-être humain, tout simplement. Et j'ajouterais, parce que là, pour le coup, je converge parfaitement avec Fergan, j'ajouterais que les écologistes, ou ceux qui leur emboîtent le pas, défendent des énergies qui sont extrêmement polluantes à terme. Les éoliennes, c'est évidemment une escroquerie monumentale. Je vous renvoie aux travaux de Fabien Bouglet sur la question, qui est un des meilleurs spécialistes français, je dirais, de ces enjeux-là. Eh bien, il est clair que, aussi bien par leur composition que lorsqu'elles devront être démantelées, les éoliennes représentent une pollution extrêmement grave. Bon. Et puis, je ne voudrais pas faire mon climato-sceptique, mais enfin, encore une fois, je crois qu'il faut tout de même le rappeler, qu'il y ait une corrélation entre les activités humaines et le réchauffement climatique, pourquoi pas, qu'il y ait un établissement de causes à effet automatique entre l'un et l'autre, c'est parfaitement discutable. Causalité ou corrélation, ça c'est un thème qui pourrait nous tenir ensemble pendant de longues heures, mais malheureusement l'émission tire à sa fin. Je vous donne le point de vue de Nicole 06 qui considère qu'on peut faire certaines choses, mais qu'il ne faut pas faire porter tous les malheurs de la planète sur l'Europe. Et puis Claudius 15, qui n'est pas très optimiste sur le Figaro.fr, ou en tout cas qui est un peu alarmé, ou peut-être alarmiste. Une chose est sûre, nous dit-il, si on ne fait rien, on court à la catastrophe. Merci beaucoup d'avoir été là. Je crains que ce ne soit la dernière émission avec vous, messieurs, mais pour cette année, Noël. Vous revenez l'année prochaine. Promis. Tout à fait. Bon, on s'en réjouit, et croyez-moi, ce n'est pas une formule de politesse. Merci à tous de nous avoir suivis, et très bon week-end.